pense que je me retrouve dans un moment de ma vie où en fait, ça fait un gros couac. C'est un moment où j'ai failli m'effondrer. Sincèrement, j'ai failli m'effondrer parce qu'en fait, je perds toute la confiance en moi. En fait, petit à petit, j'avais commencé entre guillemets à un petit peu reconstruire. Et en fait, je comprends pas ce qui m'arrive. Hola tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mot pour mot. Aujourd'hui, épisode particulier, on franchit la barre des 10 épisodes, c'est le 10e aujourd'hui et je reçois un nouvel invité. On va évoquer de nouveaux thèmes, on va écouter une autre histoire, un nouveau parcours. Aujourd'hui, je reçois Yaël. Yaël qui n'est pas sur Toulouse, qui n'est pas quelqu'un que je connais, qui n'a pas travaillé avec moi, vraiment quelqu'un que je découvrirai en même temps que vous. Salut Yaël. Salut Mickaël, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien. Comment s'est passé ce week-end? Tu étais dans les Pyrénées, il me semble, hein. Exactement, écoute, j'étais pas loin de chez toi comme tu as pu le voir et un gros week-end donc avec ma compagne Mathilde que tu connais bien pour aller faire du vélo et pour elle pour courir donc ouais, gros week-end. Bon, pas trop fatigué? Si un petit peu, surtout que la semaine s'annonce costaud aussi là, au boulot. Ouais. Bon, super. Bah, écoute, Yaël, on va te découvrir, on va parler de toi aujourd'hui, on va parler de plein de choses que tu as accepté d'évoquer. Juste avant d'introduire et de lancer ton épisode, Yaël, est-ce que tu peux, du coup, te présenter? Où est-ce que tu habites? Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors oui, tout à fait. Bon, Yael, comme tu m'as présenté, je suis originaire donc de Digne-les-Bains dans les Alpes d'Haute-Provence. Actuellement, j'habite sur Marseille et je travaille donc dans le cyclisme, dans le sport. Je suis éducateur sportif et moniteur, encadrant donc dans un club de vélo, Vélo Club La Pomme Marseille, dont les cyclistes routiers doivent bien connaître, qui est un gros club donc du sud-est de la France, qui a formé pas mal de professionnels. OK. Bon, ben parfait. Écoute, on va découvrir, comment tu en es arrivé là. On va pas faire un épisode entièrement sur le vélo, je rassure, tous ceux qui pensent qu'on va faire qu'un épisode sur le sport ou sur un de, mes sports favoris. On va pas parler de tout ça, exclusivement, mais en tout cas, on va y venir un petit peu plus tard. Yaël, on va lancer du coup, ton histoire et ton parcours. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ton enfance et de tes débuts, en fait, dans la vie? Comme je te voulais raconter, donc je viens des Alpes, je viens des petits villages des Alpes, de Digne-les-Bains, où j'ai vécu bon, beaucoup à la montagne, dans un petit village pas très grand à côté de Digne, de 40 habitants. C'est vraiment le plein air, le sport, la campagne. J'ai fait donc toute ma scolarité d'enfant dans une petite école de village, sympathique quoi. Et après, ça a été donc ma scolarité, elle m'a amené au collège à la grande ville. Et là, c'était un petit peu, on va dire, un peu plus le choc, on va dire, avec mon environnement d'avant, qui était vraiment plus, on va dire, plus familial et plus entre connaissance, quoi. Entre guillemets, tes premières difficultés dans la vie, elles vont démarrer assez tôt puisque c'est dans cette période au niveau du collège où, des problèmes d'adolescence, apparaissent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé et quelles ont été les premières difficultés, auxquelles tu as dû faire face? Exactement. Donc, comme là, je venais de vous le raconter, je sors un petit peu on va dire, du cocon familial de mon petit village. Et donc, j'arrive un peu à la ville et tout. Et je me retrouve dans ce cercle donc du collège où l'environnement un peu plus, on va dire, une autre émulsion qui se fait avec d'autres personnes qui viennent d'autres milieux. Moi, j'arrive de la campagne, je suis un peu le petit gars qui on va dire, aller entre guillemets un petit peu niais. Et donc, je me retrouve, on va dire, un peu à la dureté de la vie, c'est l'adolescence. Donc, ça commence avec des difficultés, on va dire un peu des moqueries, parce que je suis le campagnard, euh, l'image des autres. Donc c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu, pour exagérer, c'est un petit peu le mec de la campagne contre le mec de la rue, on va dire un petit peu quoi. Mmh. Et tu as senti ça dès le début? Tu as senti dans le regard des autres, tu l'as détecté comment ce côté? Tu as été mis à l'écart? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviendrai en fait, la chose qui m'a marqué le plus en fait, c'est que la petite école de village où j'étais, en fait on était 4 dans la classe de CM2, c'est pour dire. Et là j'arrive en sixième, on est 30 dans la classe quoi. Et là on se dit waouh. Et le truc qui est choquant, c'est qu'en fait, si tu veux, dans les 4 de CM2 où on était, en fait on se retrouve chacun dans une classe de sixième différent. Et là, tu te dis, c'est la première fois dans ma vie où, entre guillemets, je me retrouve. C'est pareil, quoi. Il y a un lien quelque part, qui se déchire un petit peu parce qu'on se connaissait depuis le CP. Depuis le CP, on faisait la classe ensemble. Et là, on arrive au collège, on se retrouve carrément, carrément, c'est réparé, quoi. Et puis, on se retrouve dans un environnement, comme je dis, comme en ville, où
où on n'a pas les mêmes fonctionnements. Sans exagérer, c'est un peu les garçons qui traînent, qui sont un petit peu plus durs, qui sont, on va dire, un petit peu plus avancés, entre guillemets, dans l'adolescence. Nous, on arrive un petit peu de la campagne, on est, comme je te dis, c'est vraiment l'image du petit garçon qui est, entre guillemets, un petit peu niais, quoi, qui découvre la vie, quoi, qui découvre la dureté de la vie, l'adolescence. Et ça, du coup, tu as, ouais, forcément, sur ces problèmes d'adolescence-là, il y a un rapport à toi, mais il y a aussi un rapport avec les autres. Forcément, c'est les premières rencontres, les premiers amours. Tout ça aussi, ça a été difficile en dehors des cercles amicaux, du coup, sur le plan sentimental, les difficultés avec, à te rapprocher des filles, à être toi-même ou à essayer, entre guillemets, de séduire peut-être? C'est ça. En fait, moi, ce qui m'est beaucoup arrivé à ce moment-là, en fait, c'est que j'ai un peu l'image du premier de la classe. C'est vrai que l'école primaire, je bossais très bien, j'avais très bonnes notes. Et donc, j'arrive en sixième, cinquième, début du collège où c'est difficile parce qu'il y a les premières moqueries qui arrivent. Je suis petit garçon avec les lunettes un petit peu rondouillées. Donc, ça, je le vis un peu mal. Même au niveau du sport aussi, à cette époque-là. Et ouais, après, bon, comme l'adolescence, il y a les premières relations qui veulent se faire, entre guillemets, un peu avec les filles. Et moi, comme je suis pas, entre guillemets, le petit garçon un petit peu, on va dire, désiré, ça devient compliqué. Et je me cherche un petit peu, mais du coup, je vois les autres qui réussissent. Et moi, je commence à, entre guillemets, un petit peu manquer de confiance en moi. Et après, j'ai eu aussi une histoire avec, donc, entre guillemets, une nana, où c'est mal passé, où c'est un peu ma première expérience, où je me fais prendre un petit peu pour un, tiens, entre guillemets, pour un pigeon, quoi, pour être cru. Et où je me fais mener par le bout du nez, quoi. Parce que c'est vrai que je suis le garçon un petit peu trop bon, trop con. Et voilà, quoi. C'est des mauvais moments ou des passages un petit peu compliqués où on me fait faire des choses que j'ai pas envie de faire pour elle. Et du coup, elle se profite un petit peu de moi. Tu as aussi cette image là dont tu parlais du premier de la classe, tu étais plutôt bon à l'école? C'était une légende ou c'était la réalité? Tu étais Non, plutôt bah, gentil? j'étais pas une légende. Non, j'étais très bon, on va dire, sixième, cinquième. Après, voilà, il y a eu vraiment tout ce passage, on va dire, relationnel, que ce soit avec les filles ou d'autres garçons. Et en fait, ça a commencé, entre guillemets, à en basculer du coup à ce moment-là, en quatrième, troisième, on va dire, deuxième partie donc de collège, où en fait j'ai commencé à, entre guillemets, à m'en foutre, on va dire, du scolaire. Et il est apparu, en fait, si tu veux, comme une phobie scolaire, en fait. Ça a démarré. Ça a démarré à ce moment-là. J'arrivais pas à mettre le mot là-dessus. Je l'ai vraiment, j'en reparlerai, je l'ai vraiment mis le mot dessus vraiment plus tard. Où, en fait, ce manque de reconnaissance et difficulté, on va dire, peut-être à m'intégrer, on va dire, ouais, dans la vie de collégien, dans la vie d'adolescent. Et à ce moment-là, j'ai commencé à, en fait, à me délivrer, à puis vouloir vraiment bosser en cours. J'arrivais à l'école, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien, j'avais des sueurs, j'avais des crises d'angoisse et je comprenais pas pourquoi au début. Et comme j'étais un petit garçon un peu discret, un peu timide, je mettais ça là-dessus. Et je vais me rendre compte plus tard qu'en fait, ça venait pas de ça vraiment, quoi. Et tu as su identifier avec le recul, d'où ça venait? Oui, plus grand, j'ai commencé à comprendre vraiment le recul. Comme je t'expliquais que dans les études supérieures, j'ai commencé à mettre vraiment le doigt là-dessus, quoi. Je pense que c'était vraiment ce manque de confiance en moi qui fait que je me sentais pas à l'aise et qui fait que dans toute cette émulsion du scolaire, des ados, de l'adolescence, et qui fait que j'étais pas bien, que je me sentais pas vraiment dans mon élément et peut-être vraiment la personne que je devrais être, quoi. Parce que j'arrivais pas à me mettre vraiment en avant, on va dire, par rapport aux autres, quoi. Parce que, comme je l'ai dit, je venais de ma campagne et j'arrivais dans un milieu où j'avais l'impression que moi, j'avais rien à faire là, quoi. Oui, tu te sentais pas à ta place, ouais. Exactement. Et du coup, malgré tout ça, bon, cette image du 1 de la classe et bon, ces problèmes, ces traumas que tu avais ou du moins ces petites blessures, dont tu nous as parlé. Avec cette image, et le fait que tu te sentais, quand même, plutôt bon à l'école, tu as ton premier échec scolaire qui arrive, au niveau du lycée puisque tu C'est échoues au ça. bac, c'est ça? C'est ça. Ouais, alors, on va dire, c'est le premier moment de ma vie. Alors, par exemple, je passe le brevet des collèges, je le réussis, pardon, de pas beaucoup pour 3-5 points, mais je me dis, ouais, je suis en capacité, en fait. Voilà, j'ai pas trop bossé, comme je t'ai dit, la quatrième, troisième, je l'ai eu. Donc, entre guillemets, j'ai des facilités, ouais, ça va. Et donc, j'arrive au lycée. Ma vie de lycée, on va dire qu'elle se passe un petit peu comme ma vie de collège, des hauts, des bas, l'adolescence, les copains, les copines et tout. Et j'arrive donc au bac. Et en fait, je j'ai pas le bac. Je passe au rattrapage et je l'ai pas non plus.
Et là, je le vis vraiment comme un premier gros échec, on va dire, dans ma vie. Que tous les examens que j'avais passés jusqu'à maintenant, que ce soit les examens, je prends les permis de conduire, je t'ai dit le brevet, tous ces petits trucs, je les avais réussi un petit peu, on va dire, à la chance, à l'instinct, même si je m'étais mis un peu la pression, je les avais eus. Et je me retrouve un peu face au mur parce que je vois mes copains qui partent en études supérieures. Moi, entre guillemets, je reste à la case lycée. Je dois repasser mon baccalauréat et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'ai un problème et là, franchement, je tombe de haut, quoi. Et je me retrouve vraiment face à des difficultés, des choses qui me sont jamais arrivées depuis dans ma vie, quoi. À ce moment-là, du coup, tu prends quelle décision ensuite pour avancer? Parce que, tu rates le bac, donc il faut quand même que tu puisses, avancer. Et qu'est-ce que tu fais comme premier choix? Qu'est-ce que tu prends comme orientation? J'étais quand même sur, donc, pour la petite histoire, sur un bac économique et social, à la base. Et bon, je reste quand même sur ça. Et bah, là, je me dis que va falloir que je m'accroche, qu'il va falloir que je me mette un petit peu à bosser. Et à cette époque, d'ailleurs, je me mets pour la première fois, j'entame ma première grosse relation avec ma copine de l'époque qui m'a quand même un petit peu boosté parce que elle, à tout l'inverse de moi, c'était la première de la classe et tout, elle se débrouillait bien. Et du coup, c'est vrai que ça qui m'a un petit peu aidé à l'époque pour que je réussisse mon bac, qui m'a tiré un petit peu par le haut. Parce que c'est vrai qu'à cette période de baccalauréat, pour voir un petit peu plus loin, j'avais pas encore d'objectif après le bac. C'est OK. peut-être aussi ce qui m'a manqué un petit peu à l'époque et je savais pas où m'orienter, comment m'orienter. Ça va se passer par la suite que quand je vais avoir mon bac, en fait, je vais un petit peu m'orienter, on va dire de façon plus par dépit, parce qu'en fait, pour la petite histoire, ma mère est aide-soignante en fait, OK. et il m'a beaucoup parlé beaucoup de son boulot. Et en fait, je vais m'orienter vers le boulot d'infirmier, justement. Voilà, parce que mon père, lui, était ingénieur, mais c'était pas du tout. Je me voyais pas non plus faire des grosses études. J'étais vraiment quelqu'un qui allait plutôt chercher sur quelque chose, entre guillemets, on va dire, la simplicité, quoi. En fait, j'obtiens mon bac et je réussis le concours d'infirmier, qui est quand même, ouais, ce qui était un petit peu dur aussi à passer, parce que j'ai passé quand même par quelques échecs parce que j'avais passé, pour la petite histoire, cinq concours différents, j'en ai eu que deux et un qui est vraiment allé au bout. Sauf qu'au bout de 3 mois d'école d'infirmier, ben, je me rends compte que ben, ce boulot est pas fait pour moi. Mais en fait, je suis passé par plein de petits moments. En fait, à ce moment-là, j'ai un peu fait ma crise d'adolescence, on va dire, à retardement. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que, en fait, je me retrouve à l'école d'infirmier. En fait, je pense que je me rends compte qu'en fait, j'en ai rien à foutre de l'école d'infirmier. Et en fait, je commence à sortir. Je suis un peu ma crise d'adolescence, quoi. Je me mets à picoler, des trucs comme ça. Enfin, tous les trucs qu'on arrive quand on fait des études supérieures, quoi. Parce que Mmh. certains sont passés par là. Sauf qu'en fait, à ces moments-là, en fait, je me retrouve pas. Je me rends compte que c'est pas l'image de moi que je retrouve. Et en fait, là, je pense que je commence à me poser des questions sur mes choix d'orientation que j'ai fait, sur ma vie et tout. Et à ce moment-là, en fait, je me sens pas bien et je commence à faire à cette période, en fait, des crises d'angoisse sans explication. OK. Je me retrouve, bah, par exemple, je suis à l'amphi de l'école d'infirmier. Je suis pas bien, il faut que je sorte, comme je disais, les sueurs, les mal au ventre, l'envie de vomir, pas bien, quoi. Et en fait, ça va aller que je me force, je me force, je me force. Et au bout de 3 mois, je dis là, c'est pas possible, faut que j'arrête l'école d'infirmier, c'est pas fait pour moi. Et là, là, justement, je stoppe tout et entre guillemets, je me retrouve sans rien parce qu'à ce moment-là, on est en plein milieu d'année scolaire, on est au mois de janvier, quoi. Oui, donc oui, tu es en plein milieu et du coup, qu'est-ce que tu en fais après puisque tu es en plein milieu d'année scolaire, comment tu te sors de tout ça? Ben là, je me retrouve du coup dans une période assez difficile parce que du coup, je me mets entre guillemets, mes parents à dos. Que pour moi, pour eux, j'ai fait un choix, mais j'ai pas été capable de l'assumer, de cette école d'infirmier. Donc moi, de suite, j'essaie de retrouver quelque chose à faire l'année d'après. Sauf que je me retrouve à dire, il faut que je fasse quelque chose de rapide. J'ai pas envie de me lancer encore dans des études longues. J'ai envie de faire quelque chose qui, voilà. Et ma mère me dit, ah, j'ai une copine qui a vu qu'il y avait une école de préparateur en pharmacie, ça en alternance et tout. Je sais que t'aimes bien en plus tout ce qui est médecine, tout ce qui est santé, ça pourrait te convenir. Je dis, bah écoute, pourquoi pas. Je dis, je vois ça pour l'année prochaine. Et comme c'est un petit peu tard, donc je me mets à faire plein de petits jobs. Je me retrouve à planter les betteraves dans les champs, je me retrouve à faire les annuaires à l'époque à distribuer. Et je me retrouve dans un autre petit boulot qui lui par contre va durer un petit peu plus longtemps. C'est la poste, où je fais facteur.
OK. Et ce petit boulot, c'est rigolo, mais il m'a quand même plu un petit moment parce que c'est vrai que Un c'est un certain boulot où temps. je me sentais utile et puis je trouve que j'étais quand même efficace dans ce que je faisais. Sauf que bon, il va se passer qu'au bout du compte, l'époque, la conjoncture, fait que je suis pas resté dans ce boulot-là et c'est vrai qu'à ce moment-là, je l'ai quand même un petit peu mal vécu parce que À j'avais cause de quoi l'impression tu de pas resté? la conjoncture qui faisait que c'était des contrats d'intérim mais ils gardaient pas, D'accord. ils faisaient pas des CDI par derrière et moi, je l'ai un petit peu mal vécu parce que je trouvais que par rapport aux personnes qui avaient dans ce milieu-là, je faisais un gros travail. Ce qui, d'ailleurs, c'est rigolo de quand on a l'image de la poste. C'était un petit peu mal vu à l'époque, ce qui est un peu drôle. Et du coup, voilà, je suis pas resté. Par la suite, bah, du coup, je vais intégrer cette école de préparateur en pharmacie. Pour voir toute histoire rapidement, entre-temps, je me suis remis avec ma copine de l'époque là, que j'avais rencontrée au lycée. Mmh. Et elle, elle fait des études donc pour la petite histoire à Sciences Politiques à Aix-en-Provence. Moi, D'accord. je me lance dans des études de préparateur en pharmacie, mais sur l'école des pas de formation de Marseille. OK. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai des mots, on va dire, qui vont un petit peu me retomber dessus. Et toute cette fameuse phobie scolaire qui m'a suivi donc, mais pendant ma période de collège et de lycée. Et il va arriver que les premiers jours, j'arrivais un petit peu à aller à l'école. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, oui, c'est une formation qui est en alternance. Donc, j'étais un petit peu à l'école à l'époque, dans la pharmacie où j'étais, qui était au-dessus d'Aix-en-Provence. D'accord. Il va se retrouver qu'en fait, à la fin, je vais plus arriver du tout à mettre le pied carrément à l'école. En fait, je me levais le matin, je partais, et en fait, j'y allais pas, quoi. Je restais coincé, entre guillemets, sur la route, quoi. Mmh. Et sauf que à l'époque, je pouvais pas le dire clairement à mes parents, à ma copine, à mes patrons. Et sauf qu'au bout d'un moment, bien sûr, mes patrons s'en sont rendus compte avec les absences que j'avais à l'école et ça m'est retombé dessus. Et quand tu dis: «Je pouvais pas le dire à ma copine, mes parents», tout ça, c'était tu culpabilisais? C'est quoi qui faisait que tu pouvais pas le Ouais, dire? en fait, je reculpabilisais toujours par rapport à cette histoire où en fait, j'ai vécu l'école d'infirmier, le bac, je pense, comme un échec. Et en fait, j'avais l'impression de retomber dans un cercle vicieux d'échecs que j'arrivais pas à avoir la force de retourner, de me lancer dans quelque chose. Et je pense que quelque part, en fait, j'avais de nouveau peur de l'échec, en fait. Et sauf que cette peur de l'échec, et bien, en fait, ce que je faisais, c'est que, pour entre guillemets, comme j'avais peur de l'échec, ben, je me rendais pas en cours, en fait. Je me disais que du coup, je pouvais pas échouer. Oui, donc en fait, en n'allant pas en cours, exactement, en n'allant pas en cours, en fait, tu te mettais pas en situation de pouvoir au moins ou réussir ou surtout, tu n'échouais pas puisque tu pouvais pas être mis en sorte en situation d'évaluation. C'est ça, exactement, j'essayais même pas. Sauf que, en fait, ce qui était à la fois bizarre, on va dire, à contrario, c'est que toute ma partie d'alternance professionnelle où j'étais à la pharmacie, en fait, avec mes patrons, ça se passait super bien. En fait, c'était toute la partie scolaire qui entre guillemets, qui déconnait, quoi, qui allait pas. Parce que, en fait, toute cette partie où j'étais au job, où je travaillais, ça se passait super bien. Comme cette partie où je me retrouve entre l'école d'infirmier et cette formation de préparateur en pharmacie, où je suis dans des jobs et où en fait, mais vraiment tout se passe bien, quoi. Là, il y a aucun souci, quoi. Alors que pourtant je travaille, quoi. C'est rigolo, quoi, mais Donc c'est je vraiment, travaille, en en fait. fait, le côté, l'aspect professionnel, les périodes, d'alternance ou les périodes où tu es, sur le terrain, on va dire, beh, tout ça, ça te permet de te découvrir, d'être épanoui presque Exactement, et ouais. le côté dès que tu vas dans les milieux scolaires, bah, du coup, tes vieux démons ressortent et tu repars sur tes phobies scolaires, tes angoisses. Totalement et je suis plus la même personne parce que je suis plus motivé, j'ai pas envie de faire les choses, je suis pas bien, je suis stressé, je suis angoissé. Il y a comme une espèce de manque de confiance en moi, alors que dans des milieux où je commençais à travailler comme à la poste, où au début c'était pas facile. J'arrivais à me mettre dans le moule et je suis arrivé à travailler, quoi. Et du coup, comment mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives quand même Oui. à finir cette formation? Et alors à Comment ça se l'époque, en fait, c'est mes patrons de l'époque que je pense que je peux remercier encore, quoi, qui en fait m'ont dit: ben écoute, ce qu'on va faire, tu vas finir l'année, on va t'engager quand même sans que tu sois préparateur, mais on va te faire finir l'année et que tu trouves la force l'année prochaine de continuer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que en fait, il y avait pas loin de chez mes parents un centre de formation du même entre guillemets, du même groupe et où il y avait OK. moins d'élèves. Et en fait, on s'est dit que peut-être qu'en allant là-bas,
le fait qu'on soit moins, que ça soit dans un plus petit comité, je serais peut-être plus à l'aise. Ouais, totalement. Alors, ça a été dur au début, mais c'est vrai que petit à petit, j'essaie de prendre sur moi. Je me suis fait aussi un petit peu aider. J'ai vu des psychologues, j'ai fait des consultations d'hypnose. C'est vrai que ça m'a un petit peu aidé à supporter tout ça. Mais ce qui m'a peut-être quand même bien aidé, c'est que je me suis dit qu'au bout, j'allais avoir un job et que j'allais plus entendre parler du milieu scolaire et que j'allais souffler et j'allais être bien à la fin, quoi. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé. Il fallait que tu valides ça pour te dire, Ouais, cette fois, ouais, cette ouais, page-là, elle ouais. est derrière moi, j'ai plus besoin de mettre le pied, à l'école. Exactement. OK. Je veux plus entendre parler des études, des trucs comme ça et complètement être tranquille et ça a été un petit peu une montagne pour moi, mais je suis arrivé à passer par-dessus quand même. OK. Bon, ça marche et l'hypnose t'a aidé du coup, c'est quelque chose qui L'hypnose, ça m'a auquel aidé, ouais. ouais, tu y croyais? Comment c'est? Parce qu'on entend pas mal de choses, sur ça aussi. Certains vont dire que c'est un peu, on ne sait pas si ça marche vraiment, si on est réceptif, pas réceptif. Franchement, oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert qui m'a vachement plu. Ça m'est arrivé d'en refaire un petit peu là ces derniers temps aussi. Non, j'en reparlerai aussi pourquoi. Et ouais, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, je trouve. Ouais. Je le conseille vraiment aux personnes qui ont des soucis. Ensuite, à la suite de tout ça, du coup, tu te sors enfin de ce milieu scolaire puisque Oui, tu valides, tout ça. Ben, il commence à y avoir cet aspect sport qui émerge, au niveau de ta vie, ça c'est ça. revient, on va Il dire. va y avoir un petit basculement en fait. Pour la petite histoire, j'ai toujours été dans une famille de sportifs. Donc toute ma période, on va dire, collège, lycée, jusqu'à là, en fait jusqu'avant les études où quand je suis arrivé en infirmier et tout, j'ai complètement arrêté, là, le sport. Mais avant, j'ai touché pas mal de sports. J'ai touché, le basket, d'autres sports co, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du ski aussi. J'ai eu ma période foot, comme tous les enfants, on va dire. C'est pas la plus belle période, mais voilà, on va dire. Et je me suis mis un petit peu à la course à pied. Bon, malheureusement, course à pied foot, je me suis un petit peu blessé au genou, ménisque, donc j'ai dû mettre un petit peu ça de côté. Et à cette OK. petite période, ben, j'ai commencé à faire du vélo, en fait, parce que mon papa faisait du VTT. Et moi, j'étais un petit peu plus inspiré, on va dire, par le vélo de route. Petite anecdote, en fait, le Tour de France est passé pas loin de chez nous. Et à l'époque, c'était un 14 juillet et c'était un Français qui avait gagné, c'était David Moncoutier. OK. Je m'en souviens super bien et ça m'avait donné envie de faire du vélo en fait. Et ce personnage-là, bon, ceux qui sont cyclistes le connaissent, il m'a marqué en fait. Tu as dit que tu avais justement, tu avais touché à toutes ces disciplines avant Oui, de partir sur le vélo. Tu avais oui. des idoles, tu avais des, est-ce que tu as des sportifs, tu as des voilà, des personnalités célèbres dans le monde du sport qui Ouais. t'ont marqué, qui t'ont inspiré ou pas? Pas dans le foot, j'avais un petit peu les idoles comme ça, mais j'avoue ça en plus qui m'ont trop inspiré. Je pense que celles qui m'ont le plus inspiré, c'est plus dans le vélo, bah, c'est David Moncoutier, c'est on va dire Sylvain Chavanel aussi qui était de la même équipe que lui. C'est ces Français là que j'aimais bien, qui avaient un petit peu du panache qu'on voyait souvent sur les échappées sur le Tour de France et tout. Après, en sportif vraiment d'idole, pas vraiment. Et Oui, puis tu arrives quand même ce sport qui est le vélo, oui, un peu pour reprendre un peu soin un petit peu c'est de toi ça. au final, Exactement, malgré parce tout. qu'en fait, quand j'arrête à partir des études supérieures, ben, les infirmiers, là, c'est comme je t'ai dit, je suis passé dans une période où en fait, je prenais plus soin de moi. Je crois que sans dire de bêtises, j'ai pris 20 kilos, vu que mon hygiène de vie et tout. Et en fait, j'arrive à la pharmacie où bah, je suis dans un environnement pas mal, les collègues sont sympas. Et où il y a une femme d'équipe, en fait, qui fait de la course à pied. Et voilà, qui fait des sports comme ça. Et en fait, on parle un petit peu et tout. Et en fait, un jour, il y a eu ce déclic où, en fait, on a parlé avec une labo. Je citerai pas la marque. Et en fait, on a parlé diététique un petit peu. Et je sais pas, ça m'a touché un petit peu. Et c'est vrai que je me disais à l'époque, je me sentais pas bien dans ma peau et tout. Et je me remettais un petit peu au sport. Et en fait, je pense que avec le vélo, ça a eu le déclic. Et en fait, tous les soirs, ben, je prenais mon vélo. J'allais faire mon heure de vélo. Et en fait, je me sentais bien, quoi. En plus, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, j'étais seul parce que ma copine de l'époque, elle était en études à Saint-Étienne, donc elle était pas à côté du tout. Donc en fait, entre guillemets, je prenais un petit peu plus soin de moi, quoi. Et ouais, Oui. j'ai commencé à essayer d'un peu, on va dire, redorer un peu mon image de moi, quoi.
Et Ouais. là, je commençais à me sentir mieux dans ma peau. Et malgré tout ça, toi dans ta tête, en fait, tu voulais physiquement, te sentir mieux, tu voulais peut-être même plaire, on peut pousser les choses, à ce point-là. Ça fait un peu l'effet inverse au final parce que tu es limite, à trop perdre de poids, en fait. Exactement. En fait, entre-temps arrive, en fait, ma copine, elle a réussi son concours donc à Saint-Étienne, et donc du coup, en fait, elle est mutée sur la Côte d'Azur et je la suis. Bon, à l'époque, ça a été un petit bouleversement un peu parce que c'était mon premier job là où j'étais, à côté d'Aix-en-Provence, en pharmacie et en fait, je vais découvrir on va dire un nouveau milieu en plus. Là vont commencer du coup les problèmes comme tu dis et en fait, je me retrouve dans un nouvel environnement de travail, donc une nouvelle équipe où je tombe sur une patronne qui en fait va se retrouver très sympathique au début où tout a l'air beau, tout a l'air bien dans cette pharmacie, sauf qu'en fait, cette patronne elle est très dure, elle est très directive et en fait elle traite ses salariés avec un manque de confiance absolue quoi. OK. Euh, ouais, je me retrouve dans une période de ma vie en fait où j'ai toujours eu des patrons là où j'ai travaillé qui étaient reconnaissants et là je me retrouve avec une patronne qui est pas reconnaissante du tout en fait. Et je pense C'est que la première fois que ça t'arrive? c'est la première fois que ça m'arrive. Et là, en fait, va découler plein de choses. Et d'ailleurs, je vais me réfugier à côté de ça dans le vélo aussi. Euh, En parallèle de ça, en fait, je me retrouve où je vois plus trop ma copine de l'époque parce qu'en fait, on a les horaires qui sont complètement décalés. En fait, pour la petite histoire, donc du coup, les jours où elle travaille et que moi, je travaille pas, du coup, en semaine, en fait, je pars faire du vélo, quoi. Et surtout, je me retrouve dans un super spot, pour ceux qui connaissent de la Côte d'Azur pour le vélo, qui est vraiment top. Et ce qui est rigolo, c'est que là où j'ai déménagé dans cette ville, donc de Cannes-sur-Mer, en fait, je fais mes premiers pas en club et dans le milieu associatif. Et à partir de là, je vais participer donc à mes premières compétitions de vélo aussi. Et ces premières compétitions de sportifs, elles donnent quoi? Du coup, tu fais bonne figure? Tu es parmi les derniers? Comment ça se passe? Oh, c'est rigolo, ça va être très drôle parce que en fait, mes premières cyclos et tout, en fait, je me bats pour pas finir dernier. Ouais. Après, j'allais dans un milieu où en fait j'ai fait du vélo, mais où en fait je me rends compte qu'il faut avoir vachement de connaissances et tout. Et je pense que le vélo, c'est pas un sport où tu arrives comme certains sports où tu pars. En fait, faut avoir une gestion de soi, faut avoir une connaissance de soi, faut avoir une connaissance du matériel et tout pour entre guillemets arriver au bout, quoi. Et surtout en course, quoi. Parce que comme les initiés, pardon, le savent, il faut savoir frotter, il faut savoir se placer, il faut savoir faire les efforts au bon moment et tout en course. Et c'est pas facile. Et c'est vrai que là, je vais apprendre beaucoup de choses et je pense aussi beaucoup de choses sur moi. Et ça te permet du coup tu penses comment dire? De te libérer de certains démons, de l'époque? Le vélo, en tout cas, le sport et le vélo viennent à ce moment-là dans ta vie Oui. et on sent que tu l'as dit toi-même: «Je me réfugie dans le vélo». C'est quelque chose, en fait, où ça te permet de tenir et de te pousser, de te découvrir et de grandir, en fait. Je pense que c'est carrément un monde qui se crée à côté de ma relation de travail, même je pense aussi à l'époque de ma relation de couple, qui se crée à côté, où en fait c'est un milieu où je me sens bien, où je commence à m'investir beaucoup. Comme je dis, je rentre dans un club où je suis dans le milieu associatif et tout, et où en fait j'ai envie de m'engager, envie de faire les choses, et qui à contrario du boulot où je suis, j'y vais avec plaisir. Parce que là, le boulot, comme je disais, dans cette pharmacie où je suis à l'époque, j'y vais tous les matins en traînant les pieds. J'ai qu'une envie, c'est que je regarde les heures passer, j'ai envie de me parer, quoi. Et ouais, c'est un premier vrai moment difficile sur le plan professionnel. Parce que je pense que sur le plan professionnel, jusqu'à maintenant, ça s'était toujours très bien passé. Et ouais, là, je me retrouve dans une grosse difficulté, un gros moment difficile. J'arrive en 2017 à peu près sur Cannes-sur-Mer, donc 2017-2018, et on arrive donc sur 2019-2020, où tout le monde le sait, le Covid arrive. Et comme beaucoup le savent, nous en pharmacie, on se retrouve bien sûr en première ligne. Mmh. Et Euh, on a eu, pas mal enfin des précédents invités, qui ont évoqué cette partie du covid et c'est vrai que la majorité des invités que j'ai déjà reçus, en tout cas, ont vécu cette partie, cette période covid comme, positive, comme un déclic pour eux, comme, un moment où ils ont recentré plein de choses et ils se sont ensuite libérés et ont rééquilibré des choses. Toi, tu étais dedans, tu étais à l'inverse de tout ça et tu étais, à l'intérieur, en fait et tu l'as vécu comme un moment vraiment compliqué. je l'ai vécu comme tu le dis, comme un vraiment compliqué.
Bah, déjà, dans un premier temps, je me retrouve avec mon sport, le vélo, que je peux plus faire. Donc là, je me dis: «Waouh!» Je me rappelle à l'époque, juste avant que le covid tombe, je crois qu'on était le je crois que c'est arrivé un week-end, ouais, si je dis pas de bêtises. Et j'avais ma première compétition, enfin, j'avais une première compétition que j'avais beaucoup envie de faire, c'était le Paris-Nice Challenge. Donc en fait, c'est la dernière étape du Paris-Nice qu'on fait en cyclosportive. Et moi, je comprenais pas. Je dis, mais c'est quoi cette merde là? Comment ça? Ils annulent tout. Non, mais ça va pas durer. Sinon, on va pas continuer à faire du vélo, machin et tout. Et je me retrouve, je crois que c'est le mardi. En fait, je peux plus sortir dehors faire de vélo. Je me retrouve, je me dis, mais attends, nous on est en pharmacie, de toute façon, nous on va continuer à bosser. Je vois tous mes collègues qui se retrouvent en télétravail, c'est entre guillemets, ça a l'air un petit peu chouette. Et en fait, moi, à part me mettre sur mon entraîneur et entre guillemets faire l'hamster, là, je commence à péter un plomb, quoi. Et d'ailleurs, je vais avoir des gros problèmes parce que, Physiquement, ça lâche, quoi. ouais, il y a un peu tout qui va lâcher et aussi mentalement, en fait. Bah, physiquement, comme tu le dis, à la perte de poids. En fait, je vais arriver à la limite entre guillemets, de l'anorexie à ce moment-là. Comment tu arrives à mettre enfin, à mettre ce terme-là, anorexie? Tu étais vraiment, Ben, squelettique, comment on peut le différencier? ouais, j'étais pas non plus squelettique comme un anorexique parce que c'est pour ça que j'aime pas non plus dire que j'étais anorexique. Mais je faisais tellement attention à ce que je mangeais, en fait, limite, pour exagérer, je mangeais que des fruits et légumes, tu vois. Et parce que pareil, j'étais sur la performance à vélo, j'étais axé, comme on l'a dit là, sur l'image de moi-même. Donc en fait, en fait, dans l'image du cycliste où il faut être le plus mec possible. Et sauf que bien sûr, je me rendais compte par la suite que j'étais pas du tout dans la bonne chemin. Et donc ça va m'entraîner que je vais avoir des grosses fatigues. Sur le vélo, je vais me rendre compte aussi que j'avance plus, quoi. Parce qu'en fait, j'ai plus aucune force. Vincent suivre après, je vais être complètement cramé, donc physiquement et mentalement. Je vais avoir des soucis pour ceux qui connaissent des TFL, ceux qui font la course à pied doivent bien connaître. Et ça, c'est vraiment un souci qui est quand même assez rare chez le cycliste, quoi. Et Le syndrome de l'essuie-glace, c'est ça? c'est ça exactement, ouais. Et ça, c'est Ouais. vraiment dû au fait qu'en fait, j'ai fait trop de vélo, et surtout dans un état où, entre guillemets, j'avais pas une certaine caisse pour encaisser tout ce que je faisais, quoi. On peut dire que là, avec ce que tu nous racontes, que ce soit autant sur le plan, alimentaire que sur le plan sportif, en fait, le trop est l'ennemi du bien C'est ça. et en gros, tu étais excessif dans tout ce que tu faisais et ton corps a lâché, ton mental a lâché et tu as eu, des syndromes physiques qui sont apparus comme le TFL, comme, l'essuie-glace, et l'anorexie. Oui, voilà. Et puis ça en a découlé de cette période de Covid et même d'avant qui avait commencé en pharmacie où, en fait, moi, j'avais un trop plein mental. Ce trop plein mental, j'ai voulu complètement le déverser sur le sport en faisant beaucoup, 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 beaucoup. Et ouais, parce que le Covid, on l'a vraiment, moi, je le sais qu'on l'a très, très, très mal vécu, quoi. On s'est retrouvés comme des pions face au Covid, quoi. On avait l'impression que personne nous soutenait. On a eu entre guillemets, toute la haine et ouais, toute la tristesse, toute la détresse entre guillemets, des Français. C'est nous qu'on l'a subi face au Covid, quoi. Puis ça, et puis au début, c'était la peur de le choper, quoi. Parce que nous, on était là et moi, j'avais la peur de le ramener à la maison, quoi, pour ma copine à l'époque et tout. Mentalement, c'était très, 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 très dur, quoi. Et le problème, c'est que j'arrivais à la maison, j'avais aucun moment où, en fait, je pouvais décharger tout ça. Le seul moment où j'arrivais un peu à le décharger, c'était en faisant du sport, en me traînant sur mon vélo. Mais même là, j'étais pas bien parce que je sais, j'avais qu'une envie, c'était faire du vélo dehors, quoi. Dehors, ouais. C'était Ouais, bien sûr. super dur, quoi. Tu ressentais vraiment aucun soutien? Alors, on va pas faire de politique, dedans, mais Oui, en gros, tu sentais pas, cet effort? Je sais qu'à l'époque, on se mettait aux fenêtres pour applaudir tout le monde, c'est les ouais, soignants et tout ça. Tout oui. ça, ça a vraiment aucun impact sur, alors peut-être sur toi ou vous étiez trop la tête sous l'eau, il y avait trop de travail, vous étiez trop oppressés? Nous, je trouve que les préparateurs en pharmacie, ou on va dire les pharmaciens au sens large, pour faire plus simple, je trouve qu'on a été un peu oubliés aussi. Après, je dis pas, hein, les personnels soignants dans les hôpitaux, attention, ils ont fait un boulot de fou, et puis eux, c'était 24/24, un boulot de fou. Mais c'est vrai que nous, on a, entre guillemets, fait tout le logistique derrière, et je trouve qu'on a été vachement oubliés, ouais, dans ce sens-là, quoi. Je trouve qu'on n'a pas eu de mérite, que ça soit même, sans exagérer, mais une petite tape dans le dos, bravo, ou même, entre guillemets, financièrement, pour nous dire bravo, vous avez été là, vous avez tenu, entre guillemets, la baraque, quoi. Non, ça, franchement,
C'est vrai que c'est quelque chose qui, par la suite, va me dégoûter du système aussi et de ce que je faisais à l'époque, quoi. Tu penses que, vu que tu étais dans une période un peu, on va dire, compliquée avec, tous ces syndromes qui apparaissaient, qu'on a Oui. évoqués tout à l'heure, le surplus, aussi la surcharge, mentale, le mal-être physique. Est-ce que tu penses que, avec le recul, est-ce que tu penses que tu l'as vécu aussi «mal» entre guillemets cette, période de covid à cause de ça ou ça a pas joué du tout? Non, je pense que c'est à cause de ça. Des fois, j'arrive encore à me demander comment je suis arrivé à supporter ça. C'est vrai que c'est une grosse charge et en plus, il y avait comme je t'ai dit, il y avait ma patronne qui était horrible derrière, Oui, en plus, entre guillemets «insupportable», donc il y avait une mauvaise ambiance, en plus générale. C'était très, très dur et tout et je crois que c'est la dernière année après le covid, donc ça doit être vers 2020-2021. J'ai qu'une envie, c'est de voir entre guillemets, «de voir la fin de mon job». Et c'est vrai qu'à cette période-là, j'ai fait un petit truc. J'ai commencé à vouloir essayer de me réorienter, professionnellement et en fait, j'ai passé à distance un diplôme de naturopathe, mais pas naturopathe, au sens où on entend, c'était plus un conseiller naturopathe. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, entre-temps, là, pour soigner mes problèmes de TFL, d'alimentation et tout, en fait, j'ai vu une naturopathe qui m'a beaucoup aidé et qui, du coup, à ce OK. moment-là, m'a fait faire de l'hypnose. C'est là que j'en viens à ce qu'on disait tout à l'heure. Qui m'a Deuxième aussi fois. voilà, deuxième fois, qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc à reprendre confiance en moi et tout, à me rééquilibrer au niveau alimentaire. Donc j'ai repris, vachement de poids et tout, pour dire à l'époque, pour la petite histoire, j'étais à 60 kilogrammes pour 1,78 m quoi. Pour émettre? 78, donc c'était voilà, c'était très dur et ça m'a vraiment aidé et puis même à ce moment-là, j'ai senti que j'étais quand même aussi mieux dans mon corps et mieux dans ma tête avec l'alimentaire et d'avoir quand même beaucoup bossé sur ça. Et puis, du coup, d'avoir fait aussi des petites démarches de vouloir me réorienter, même si je n'en suis pas allé au bout à la fin. C'est plus un diplôme qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je ne me suis jamais servi. Enfin, qui a commencé à me faire germer dans ma tête le fait qu'il y ait peut-être une porte de sortie à ce métier de préparateur en pharmacie que je supportais plus, en fait. Donc à un moment après ces années-là de covid, ta compagne est mutée, à Marseille, c'est ça? C'est ça. Et tu vas quitter ce travail-là, du coup? Et ben en fait, alors c'est ouais, en fait, elle va commencer à avoir des informations comme quoi elle va pouvoir être mutée. Et à ce moment-là, je commence à me dire, «Attends, elle va être mutée». Je dis quand en fait, j'osais pas quitter mon boulot de l'époque parce que, c'était compliqué parce que je pouvais pas quitter mon job parce que je savais ce que j'allais perdre dans mon job, mais je savais pas ce que j'allais retrouver non plus à côté. C'était compliqué, j'avais quand même un certain confort malgré tout. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner et en fait, j'ai un ami, très bon ami d'enfance d'ailleurs, qui vient du même petit village où j'ai été à l'école primaire. Et en fait, lui aussi, pareil, il est passé par plein de périodes où il s'est cherché professionnellement et tout, et qui a fait un diplôme d'éducateur sportif, lui pour le coup, dans la musculation. Et il me dit, et à mon école, à Aix-en-Provence, ils font le cyclisme. Là, je dis, ah, je dis, mais bien. Je dis, parce que moi, dans ma tête, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, en aucun moment, j'aurais pu penser que le sport, ça pouvait être ma voie professionnelle, en Ton fait. métier. Exactement. C'est en fait revenir un petit peu à ma période de collège-lycée. En fait, j'arrivais pas à m'orienter professionnellement comme je t'ai dit. Et en fait, le sport, ça m'était venu un moment à l'idée, mais en fait, à l'époque, je me sentais pas légitime. J'avais pas la confiance en moi. Je pensais pas que j'avais les capacités sportives de partir, par exemple, sur du STAPS, par exemple. Ça me correspondait pas. Et donc, du coup, d'avoir cette opportunité-là, en fait, à ce moment-là, je dis, mais je pense, j'y vais, quoi. Je vais passer ce diplôme d'éducateur donc dans le cyclisme. Donc tu le passes C'est ça. et comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est réussi? Ça tu Alors, échoues? ça se passe qu'en fait, bon, j'arrive, je fais cette formation. Donc, pour la petite histoire, c'est en alternance aussi. Je me retrouve donc au Vélo Club La Pomme Marseille, en alternance. Et où je découvre une super équipe, un club avec une super ambiance, où je découvre plein de choses, soit au niveau expérience, compétences, qui vont donc me servir pour donc faire mon année. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo à cette époque-là, c'est que c'est la première fois que je reprends la voie scolaire et où en fait, ben, je me retrouve pas avec mes entre guillemets mes vieux démons ou je me sens pas bien à l'école et tout. En fait, je suis content d'y aller quoi, parce que il y a une partie théorie, ouais, il y a une côté pratique aussi et je commence à trouver ça sympa et tout. Et je me dis waouh, l'année se passe donc du coup
on va le dire, super bien, quoi. Je suis à l'aise et tout, je fais des rencontres, je suis super motivé sur tous les sujets qu'on voit et tout. Et par contre, le diplôme, les moments d'évaluation. Ouais. Et là, je me retrouve face à une mauvaise situation que j'ai déjà connue. Et en fait, je rate deux, pour la petite histoire, en fait, sur quatre examens, j'en rate deux sur quatre. En fait, je me fais saquer à l'examen. Dans le diplôme, il faut être euh, transversal sur trois disciplines qui sont le BMX, le VTT et le route. Et sachant que je viens de la route, je tombe sur un jury de VTT. Mon profil, entre guillemets, leur plaît pas, quoi. Et là, je me Ok. retrouve, en fait, dos au mur. Je me dis, mais ça y est, ça recommence. Je retombe dans ces histoires de bac, de diplômes que je réussis pas, je comprends pas, parce que je me dis, je suis dans un milieu qui me plaît, mais en fait, ça veut pas marcher, ça veut pas aller au bout. Et là, je pense que je me retrouve dans un moment de ma vie où, en fait, ça fait un gros couac. Et c'est un moment où j'ai failli m'effondrer. Sincèrement, j'ai failli m'effondrer parce qu'en fait, j'ai perdu toute la confiance en moi. En fait, petit à petit, j'avais commencé, entre guillemets, à un petit peu reconstruire. À remonter la pente, ouais. C'est ça, et en fait, je comprends pas ce qui m'arrive. Et qu'est-ce qui te permet de ne pas t'effondrer, justement, à ce moment-là? À ce moment-là, ce qui me permet de pas m'effondrer, c'était mes collègues de promo qui m'ont rassuré, qui m'ont dit, tu vois, toute l'année, tu as bossé, toute l'année, tu as été là, toute l'année, tu as été motivé. Et aussi un de mes intervenants, qui était comme moi, qui vient de la route et tout, et qui m'a dit, mais c'est dégueulasse ce qui t'arrive, il faut pas que tu le prennes pour toi, entre guillemets, faut que tu t'accroches, quoi. Et en fait, je vais aller au rattrapage et en fait, ça va passer. Et en fait, je me rendrai compte par la suite qu'en fait, j'ai été tout simplement, entre guillemets, le jury ça a pas aimé mon profil, de cycliste sur route. C'était pas vraiment par rapport mes capacités intrinsèques. Tes capacités, ouais. Malgré tout, il y a une justice dans tout ça parce C'est que, ça. comme tu dis, bah, effectivement, c'est parce que selon toi, en tout cas, ce jury était pro VTT que tu n'as pas été, admis au premier coup, mais tu finis par l'être quand même au rattrapage. C'est ça. Et là, franchement, je suis le plus heureux parce que là, je me dis, punaise, j'ai enfin trouvé ma voie, j'ai trouvé le poste qui me plaît et tout. Sauf qu'en fait, là où j'étais en stage au Vélo Club à Pomme-Marseille, où ça se passait super bien, et ben en fait, on me dit qu'en fait, on n'est pas sûr de pouvoir me garder, quoi. Et du coup, ils me disent, à un moment de l'année, ils m'avaient dit, on en reparlera à ce moment-là et on te dira. Et le moment arrive, en fait, ils me disent, ben, on peut pas te garder. Et en fait, ça, je suis très touché parce que je fais toute mon expérience, toute mon aventure, entre guillemets, qui m'amène au diplôme dans ce club-là. Quelque part, il m'a fait un petit peu grandir, il m'a fait réussir et il m'a appris toutes ses capacités. En fait, il m'a fait découvrir, disons, le vrai vélo, quoi. Et même, enfin, même pour faire rapide, c'est à côté, j'ai fait mes premières compétitions vraiment sur les cyclos, où j'ai commencé à vraiment sentir que je progressais et tout sur le vélo et à apprendre plein de choses et à découvrir comment ça se passait. Et du coup, je me retrouve où, ben, en fait, en plein été, je dois retrouver quelque chose pour l'année d'après. Je me retrouve dans le doute sur moi-même. Je sais pas si je vais réussir parce qu'il faut que je trouve un projet pour moi, pour rapidement trouver du boulot. Parce que, en fait, pour cette formation, je me retrouve, en fait, je suis au chômage. Donc, le chômage, il va pas être indéfini. Et il va falloir que je trouve une voie, quelque chose à faire, quoi. Et là, tu as quand même un rebondissement que tu avais pas forcément prévu qui arrive. Et ben, en fait, c'est rigolo. Je m'apprête à monter un projet donc avec un collègue de ma promo, celui qui m'avait beaucoup aidé à reprendre le dessus pour aller au rattrapage. Et en fait, j'ai le président du club qui m'appelle et qui me dit, ben, en fait, on t'a trouvé un poste. Et là, j'étais sur le cul, je dis, c'est pas possible, c'est une blague ou quoi? Et il me dit, si, 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 il m'a dit, on a un emploi aidé, on peut te garder. Et là, j'étais franchement super heureux, quoi. Mais puis du coup, j'ai pu continuer un petit peu. Donc là, on est en 2022, donc quasiment jusqu'à l'année dernière, continuer un petit bonhomme de chemin, me développer dans le vélo, que ça soit sur bon, plein d'aspects du vélo, je vais pas les développer, mais que ça soit pour l'apprentissage des enfants et la compétition, on est beaucoup recentré, nous, sur les jeunes. Mais d'ailleurs, c'est sur ce petit aspect compétition, en fait, je me sens un petit peu, comment dire, en fait, au niveau de mes diplômes et de mes prérogatives de diplôme, en fait, normalement, j'ai pas le droit d'intervenir. Sauf que je suis dans un club où il me laisse un petit peu le droit d'aider sans être, disons, le dirigeant du
projet ou de l'action. En fait, sans le savoir, à ce moment-là de ta carrière et de ta vie, donc il y a cette décision qui arrive alors que, bah, tu pensais que tu allais jamais être pris, que ça y est, il fallait que tu montes, un autre projet avec ton ami. En fait, ce vélo club revient vers toi et cette décision-là, ben en fait, c'est la décision qui t'amène vers l'épanouissement puisque derrière, ben en fait, depuis 2022, alors on va pas dire que tout est parfait, Non. mais en tout cas, ça y est, les démons sont derrière toi. Tu progresses en sport, tu progresses sur l'aspect professionnel, tu as plus confiance en toi, tu te développes et puis, beh, arrive aussi sur le plan relationnel, forcément, une rencontre qui a changé ta vie. Ouais. Justement, mais grâce au vélo, j'ai rencontré Mathilde, elle m'avait dit de faire une dédicace comme ça, donc je l'ai faite. et je rencontre donc du coup, je rencontre du coup Mathilde grâce au vélo parce qu'elle aussi s'y met à ce moment-là pour elle. Et du coup, je la rencontre. Et je rencontre une personne, du coup, bon, je vais pas non plus raconter ma vie, mais formidable et qui aujourd'hui partage ma vie et personne que je pensais jamais rencontrer, quoi. Parce que c'est vrai que sur le plan relationnel, comme on l'a dit, ça a toujours été compliqué jusqu'à maintenant. Même si j'ai eu une longue relation avant, c'est pas trop ça. Et puis c'est une relation où j'étais plus comme, je l'ai dit, sur le plan professionnel, j'étais plus dans le confort ou quoi mais j'étais pas vraiment épanoui et je me sentais pas vraiment moi-même jusqu'à maintenant. Et là, va s'en suivre qu'en fait, j'ai partagé donc avec elle plein de moments magnifiques parce que sur le plan sportif, il va y avoir toutes les activités, toutes les choses, les centres d'intérêt qu'on a ensemble qui vont faire qu'on va vivre beaucoup de choses. Ça va aussi, entre guillemets, se mélanger avec mon milieu professionnel où aujourd'hui, elle vient avec moi sur les courses. On fait beaucoup de courses aussi ensemble. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la première année où, on va dire, ça faisait 7 ans que je fais du vélo. C'est la première année où je monte sur un podium et même la première année où je gagne une course. Donc quoi, en fait, il Ouais. manquait juste cette décision-là de ce vélo club, elle a vraiment, tout changé et tu as explosé derrière. Pour le dire tout simplement, je pense qu'en fait, personnellement, professionnellement et relationnellement, en fait, le vélo m'a tout apporté. Sans dire que c'est le vélo en soi, mais c'est toutes ces relations, ces années passées, ces expériences et tout. En fait, qui m'ont amené tout ça, quoi. Oui, au final, Ça a complété disons, les pièces du puzzle, en fait, et que je suis allé chercher grâce au sport, grâce au vélo, quoi. Grâce à et vous partagez du coup cette passion commune aussi avec Mathilde, ce qui Oui, aide au quotidien forcément? c'est ça. Ben oui, parce que du coup, quand tu as une personne comme ça qui comprend aussi comment ça se passe, comment les choses se vivent et tout, donc on apprend à mieux se connaître et tout, et c'est vraiment un plus énorme. Là, à l'heure actuelle, quand que tu arrives sur la fin, on arrive, hein, on est en 2025 là sur Ouais. ton parcours. Avec tout ce que tu nous as évoqué, toute cette, prise de recul et le fait de devoir te remémorer aussi tout ça, Oui. qu'est-ce que tu retiens, de ce parcours, sinueux et pas simple, mais qui au final, on te souhaite en tout cas qu'il perdure, mais en tout cas à l'heure actuelle, il finit bien? Je pense que moi, je le vois par rapport au sport. Je sais pas si je veux faire un parallèle avec le vélo. Et en fait, faut rien lâcher, quoi. Je l'ai dit, mes premières courses de vélo, je les ai passées à lutter pour pas finir dernier. Et maintenant, en fait, je suis dans le sens inverse. Je lutte pour faire dans les 10 premiers. Donc, en fait, il m'a fallu des années. En fait, il faut de la patience. Il faut garder la motivation. Faut garder sa direction, quoi. Faut pas avoir peur de l'échec. Faut pas avoir peur, entre guillemets, de perdre. Faut avoir peur de gagner, en fait. Je pense que dans la vie, il faut avoir peur de gagner, en fait. Je pense que c'est C'est-à-dire ça quand qui est tu dis: important. «Faut avoir peur de gagner», tu veux, Il faut tu essayer, peux faut le tenter, faut essayer. Faut pas avoir peur. ouais. Voilà. Et je pense que c'était ces choses-là et qu'on a soulevé qui m'a beaucoup posé de problèmes dans ma vie, que ce soit surtout au niveau scolaire et qui m'a créé mes phobies, mes démons, toutes mes peurs, quoi. Et voilà, faut avancer, faut tenter, quoi. Faut pas avoir peur d'échouer. Et maintenant, du coup, tu as quoi comme projet, vers quoi tu tends, quels sont tes objectifs, on va dire? Comme j'en parlais, vu que mes prérogatives au niveau de mon diplôme sont assez limitantes et tout, en fait, j'ai eu l'audace en fait, pendant une réunion de club où, en fait, on s'est retrouvé qu'on manque de personnel au niveau de la partie sportive, la partie compétition. Un de mes collègues s'est retourné vers moi qui m'a dit, Yael a qu'à passer le diplôme de directeur sportif entraîneur.
Et en rigolant, je dis, ben, pourquoi pas? Oui, tu te mets plus de limites de toute façon Voilà. maintenant, toi, donc. Du coup, ben, cette année, je me relance encore dans les études pour passer ce diplôme. Parce que maintenant, je gère une équipe, l'équipe cadet du club, qui est un peu le noyau qui est le noyau de la formation de notre club. Et franchement, j'ai vraiment envie de développer ça et de mener ce projet à bout. Et ça passe aussi par cet épanouissement pour avoir ce diplôme et pour vraiment bien prendre confiance en moi et avoir vraiment toutes les capacités et toutes les compétences pour réussir ça. Parfait, Yaël. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter par rapport à tout ça pour les auditeurs ou ceux qui ont vécu un peu les mêmes choses que tu as pu évoquer ou quelque chose, un mot d'encouragement ou une citation ou quelque chose qui te motive au quotidien? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le sport, des fois, ça permet de reprendre confiance en soi. Moi, voilà, j'avais cette image de moi qui était un peu biaisée, où j'étais le garçon un petit peu, le petit gros qui n'était pas épanoui, qui n'était pas bien dans sa peau. Mmh. Et je pense que le sport, ça m'a, bon, du coup, en particulier le vélo pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Autant physiquement que mentalement, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi et avancer dans la vie. À partir de ce moment-là, ça fait un peu un effet de boule de neige et on va dire que tout découle, tout marche. En fait, on se sent confiant, on se sent bien dans sa peau et en fait, on ose tenter, on ose faire les choses, on ose avancer, quoi. Parfait. Bah, écoute, merci pour cette conclusion et merci, beh, pour tout ton parcours, riche en rebondissements, mais au final, bah, qui amène sur une réussite, maintenant en 2025 et on te souhaite en tout cas qu'elle perdure. Hem, Yaël, j'ai une dernière question. Oui. Il va falloir répondre, du tac au tac. Oh là, Mathilde ou le vélo? bah, Mathilde. Ne te trompe pas. Bon, merci Gaël en tout cas pour ton partage et ta dispo. On te retrouve, ben, on peut vous suivre à tous les deux puisque vous avez un compte Insta. Sur les comptes perso, ouais, on met quand même pas mal de choses. Ouais. Si vous êtes quelqu'un sur Marseille, de pas hésiter à nous contacter. Quelqu'un qui fait du vélo, n'hésiterait pas à faire une sortie ensemble ou quoi que ce soit. Voilà. Puis on espère aussi un de ces quatre te voir avec nous sur le vélo aussi. Écoute, oui, c'est prévu, ça fait longtemps qu'on en parle Ouais, avec ouais. Mathilde, on va s'organiser ça. Ben, j'espère bien. C'est un petit Mont Ventoux, peut-être dans les tuyaux. Bah, nous ici, c'est les Spigouliers plutôt. Hein. On va trouver de toute façon quelque chose à faire ensemble, ça c'est certain. Ça fait trop longtemps qu'on se le dit. Bon, parfait, merci en tout cas Yaël pour ta dispo, pour ton partage, C'est moi qui te et remercie. d'avoir accepté. Ben, C'est c'est moi qui te avec remercie. grand Avec plaisir. grand plaisir. Si ça peut aider des gens et tout, c'est avec plaisir. Et franchement, je suis fan de ce que tu fais. Et franchement, bravo, quoi. Continue. Ben, c'est cool, merci à toi et puis, ben, prochaine étape maintenant, convaincre Mathilde de faire le sien. Yes, Elle aussi, il y yes, aura des yes. choses à raconter. Oh, je pense aussi, oui. Bon, parfait. Merci beaucoup, Yaël, en tout cas. On se retrouve dans 2 semaines, maximum pour pouvoir, aborder l'épisode 11 et ensuite on passera sur les épisodes de l'été. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. Ciao, ciao Yaël. Ciao, mec. Bonne soirée, merci. Ciao, ciao.